c'est qu'il n'y a pas de solution à l'intérieur du système. Dans la mesure où ces pays-là ne peuvent pas émettre de la monnaie. Ils ont un problème de crédit, avec une rareté de crédit absolument impressionnante. Et tout le monde les signale, y compris la Commission européenne, y compris le Fonds monétaire international. Ils sont en train de signaler ça. En Espagne, le crédit est rarissime et de plus en plus cher. Et c'est la même chose dans le cas de la Grèce. Par conséquent, la solution qui reste, ça va être, comme le signale Jacques Sapir, de toute manière, à un moment ou à un autre, il va falloir sortir. Simplement, le problème, c'est de quelle manière sortir. Ça, tout le monde se rend compte, on commence à les voir, je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Et même Créole le dit, mon ami Jean-Luc Créole le dit, de toute façon, il va falloir sortir à un moment ou à un autre. Ce n'est pas uniquement Jacques Sapir, etc. Il y en a beaucoup qui les signalent. Et de plus en plus, il va falloir sortir. Simplement qu'il va falloir sortir d'une manière ordonnée. Parce que si ça se produit d'une manière désordonnée, ça va être le chaos. C'est ça le grand problème devant lequel on se trouve actuellement. De toute façon, on ne peut pas modifier ce système. Sa logique est très simple. Les pays déficitaires, du point de vue du déficit extérieur, je me réfère, n'est-ce pas? Le cas de la Grèce, le cas de l'Espagne, le cas de la France, bien entendu. Simplement que les pays du Sud ont connu une crise beaucoup plus grave que la France. Par exemple, le cas de l'Espagne, je vais le donner comme modèle. Pourquoi? Car il ne faut pas oublier que ces pays-là ont été subventionnés par les pays puissants de la communauté européenne. La France est le deuxième contributeur de la communauté. Par exemple, pour simplement les programmes de subvention des fonds européens, de 2000-2006, l'Espagne touchait 12 milliards et demi d'euros nets par an. En Espagne, l'argent courait comme l'eau presque. Vous vous imaginez qu'en 2006, il y avait plus de billets de 500 euros en Espagne que de billets de 5. Bien évidemment, l'Espagne emportait, s'est trouvée en 2007, elle va se trouver avec un déficit de 100 milliards d'euros. L'Espagne n'est pas une grande puissance. L'Espagne exporte moins que le Mexique. L'Espagne exporte moins que Singapour. Il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas une puissance industrielle. Ils exportent des tomates, des ceci, etc. Mais ce n'est pas ça une puissance industrielle, vous le savez très bien. Vous voyez les problèmes. Donc, c'est tout avec un déficit énorme en 2007. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? Tout simplement, au moment où va se produire la crise internationale, on va retirer ces subventions aux anciens bénéficiaires, qui étaient l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Irlande, et on va les donner aux pays de l'Est. Actuellement, c'est la Pologne qui touche 9 milliards et demi d'euros par an. Je vous signale une chose, que la France, indépendamment de son déficit considérable, continue à être le deuxième contributeur de la communauté. La France, contribue annuellement, si on regarde les programmes qui viennent de terminer, qui termine là en 2013 et qui devra être reconduit à peu près pour 2014 jusqu'à 2020, la France contribue à la hauteur de 7 milliards et demi d'euros par an, tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de l'Espagne? On leur a retiré cet argent, bien entendu, ils se sont effondrés. Et en plus, ils vont se trouver très rapidement devant le phénomène de la rareté monétaire et de la rareté du crédit, avec une violence absolument terrible. Vous imaginez, par exemple, qu'en 2008, l'Espagne a connu 1 million de chômeurs. Ça a été quelque chose d'absolument impressionnant. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y avait tellement d'argent que les gens achetaient des appartements, ils achetaient le premier appartement donc pour y vivre, après une résidence secondaire, etc., à des taux de crédit extrêmement bas, d'autant plus que les taux d'inflation étaient importants en Espagne, parce que l'afflux monétaire des subventions européennes était tellement énorme que ça donnait un taux d'inflation très élevé, donc avec des taux réels très bas. Par conséquent, beaucoup de gens avaient acheté non seulement l'appartement principal, la résidence principale, mais étaient en train d'acheter des résidences secondaires. Et donc, ils empruntaient à 50 ans
des choses comme ça. Et c'était du crédit à plus de 100, on leur donnait des crédits, donc non seulement pour acheter l'appartement ou la résidence secondaire, mais en plus pour faire des travaux, etc., etc. Donc il est tout à fait évident que tout d'un coup, ils vont se trouver, bien entendu, avec l'effondrement de l'immobilier, parce qu'il n'y avait plus d'argent. Et c'est ça qu'on est en train de voir actuellement dans le cas de l'Espagne, dans le cas de la Grèce, dans le cas du Portugal. L'Irlande est un cas à part. Parce que si bien il est vrai que l'Irlande a reçu des subventions européennes et particulièrement importantes, il ne faut pas oublier une chose, que l'Irlande pratique la concurrence déloyale du point de vue donc des impôts sur les sociétés. Le taux d'impôt sur les sociétés qui pratiquait l'Irlande depuis des années, ça a été de 12,5%, au moment où dans le reste de la communauté, la moyenne pratiquait du 34%. 12,5%. Donc ce qui fait que l'Irlande est quand même un pays excédentaire du point de vue des exportations. L'Irlande se trouve actuellement dans les 2 dernières années avec un excédent de l'ordre de 45 milliards d'euros par an. C'est quelque chose d'énorme pour un petit pays de 5 millions d'habitants. Pourquoi? Parce que les multinationales américaines se sont installées en Irlande, etc., etc. C'est ça qui fait que donc, c'est un pays excédentaire. Ce qui s'est produit en Irlande, parce que la crise irlandaise n'est pas le résultat des mêmes phénomènes que dans le cas de l'Espagne et la Grèce. Tout simplement, il y a eu un problème. C'est qu'en octobre 2008, le Premier ministre irlandais a décidé, étant donné qu'il a vu la crise venir, de toute façon, ça commençait à arriver à partir du 9 août 2007, la crise internationale, la crise subprime, qu'on appelle, n'est-ce pas, qui va donner la crise du crédit. À partir de ce moment-là, comme les banques irlandaises avaient investi énormément dans des bons pourris américains, et avaient investi beaucoup sur l'hypothèque immobilière du pays, etc., avec les boom immobiliers qu'ils avaient, donc ils ont décidé tout simplement de garantir à 100% les investissements des banques et les dépôts à 100%, quelque chose qui est impossible, quelque chose qui est une folie. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais ils ont décidé quelque chose, car il faut pas dire que lorsqu'on regarde, par exemple, ce qu'on appelle la garantie des dépôts, la célèbre institution qui garantit les dépôts aux États-Unis, qui s'appelle la FEDIC. Et donc, elle garantit normalement, disons, l'équivalent de 100 000 $, n'est-ce pas, et pas au-delà, à 100%. Mais il se passe la chose suivante, c'est que si on regarde la réalité, la FEDIC, Federal Insurance, n'a pas actuellement même pas 12 milliards de dollars en réserve. Comment elle va garantir 0,17% des réserves des États-Unis? Comment va-t-elle garantir les réserves? Tout ça, c'est tout simplement pour créer la confiance, tout simplement. Bien entendu, de ne pas toucher les dépôts, parce que si à un moment donné, ça commence à toucher les dépôts, ça risque de produire un bank run. Et si un bank run, ça ne dure pas beaucoup. Ça risque de provoquer l'effondrement global. Et ça peut se produire. Il ne faut pas oublier, par exemple, qu'actuellement en Espagne, ils sont au bord d'un bank run. L'Espagne ou le Portugal, tout d'un coup, il peut y avoir une panique qui va provoquer la panique dans le reste de l'espace euro. On est donc dans cette situation. De là, la nécessité de sortir d'une manière ordonnée. Mais bien entendu, il est tout à fait évident que l'Allemagne ne va jamais accepter. Le problème est ça, parce que l'Allemagne, elle bénéficie de cette position. Elle est trop dominante. Elle détient le pouvoir total. Et la hinterlandisée, si vous comprenez le terme hinterland, parce que c'est fondamental, c'est l'arrière-cour, n'est-ce pas? Hinterlandiser l'Europe de l'Est, elle va hinterlandiser l'Europe du Sud, l'Europe latine et l'Europe grecque. Ça, il n'y a pas de problème. Ils sont en train de le faire. C'est-à-dire qu'on devra rentrer en concurrence avec les Polonais. Vous vous imaginez? C'est-à-dire l'Allemagne est en train de devenir la grande puissance industrielle et en train de hinterlandiser le reste de l'Europe du Sud et de l'Europe de l'Est. Tout simplement à cause de ces mécanismes qu'on a créés. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Parce qu'il va falloir sortir de là. Tout simplement, le seul chemin qui reste, si on veut le faire d'une manière ordonnée, parce que sinon c'est les automatismes du marché qui va conduire à une sorte de chaos généralisé. Et par exemple, un bank run en Espagne ou au Portugal,
Vous voyez, de toute façon, parce qu'actuellement, on demande à ces pays-là, non seulement ils se trouvent en rareté monétaire et en rareté du crédit, mais en plus on leur demande de réduire les dépenses publiques, les dépenses sociales, donc de supprimer l'État-providence, ce qui reste l'État-providence, mais en plus de réduire les salaires, les coûts de production, etc. Donc ils se trouvent actuellement dans une situation de plus en plus étouffée, et ce n'est pas ça qui va les rendre concurrentiels. Parce que le problème, c'est qu'ils sont en rareté monétaire, et on ne peut pas créer les conditions de l'abondance monétaire tout d'un coup, puisque ces pays n'ont pas le droit d'émettre leur monnaie. N'ont pas le droit. Donc on n'a pas cette possibilité. Ce qui veut dire donc que ces pays-là, qu'à un moment ou à un autre, il va falloir sortir. De quelle manière? Tout simplement, donc bien entendu, revenir aux monnaies nationales. Mais auparavant, il va falloir que la Banque centrale européenne puisse émettre de la monnaie massivement pour acheter la dette des pays surendettés, pour pouvoir donner donc un moment de respiration, ça c'est tout à fait évident à ces pays-là, dont l'économie est en train de se contracter à une vitesse et avec une brutalité absolument impressionnante. Parce qu'à la différence, par exemple, de la France, si on regarde la France et l'Espagne, par exemple, la France est un pays contributeur. Donc, elle avait après tout une économie beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus adéquate. Et il n'y avait pas de surabondance monétaire, tandis que dans le cas de l'Espagne, il y a eu toutes ces subventions qui sont arrivées à un moment donné, donc qui se sont mis à dépenser d'une façon absolument impressionnante. C'était à un moment donné, rappelez-vous, en 2007, ici en France, on parlait du modèle de la nouvelle économie. Modèle de la nouvelle économie que l'An Royal a utilisé d'ailleurs. Modèle de nouvelle économie, tout simplement parce qu'ils étaient en plein boom économique. Ils avaient un excédent budgétaire impressionnant. Par exemple, en 2007, l'Espagne avait un excédent de 38 milliards d'euros, un excédent public de 38 milliards. Par contre, le déficit extérieur était quelque chose d'énorme, 100 milliards en 2007, 100 milliards d'euros, quelque chose qui est énorme. À l'époque, c'était 140 milliards de dollars. C'est quelque chose d'immense. Le déficit espagnol en proportion était beaucoup plus important que le déficit américain. Les Américains détiennent le droit d'émettre la monnaie internationale, donc d'acheter les biens du monde avec du simple papier. Eux, ils peuvent se permettre. Mais un pays comme l'Espagne, il est tout à fait évident qu'à partir du moment où on leur a retiré les subventions, à partir de ce moment-là, tout s'est effondré. Donc c'est la raison pour laquelle il faut créer les conditions, il faut commencer à réfléchir sur ce problème de la sortie nécessaire précisément du système monétaire européen, et bien entendu revenir à l'étalon international. Parce que si on ne revient pas à l'étalon international, c'est le dollar qui va continuer à dominer. De toute façon, actuellement, on est dans la situation, étant donné que les États-Unis, la Fed, a fait face à tous les problèmes de la crise du dollar, en faisant contribuer tout le monde. Par exemple, je l'ai signalé la dernière fois, le deuxième semestre 2008, lorsqu'il y a eu cet effondrement global. C'est tout simplement parce que les banques centrales du monde au niveau international, les grandes banques centrales, comme la BCE bien entendu, se sont mis à acheter des dollars et des bons du Trésor des États-Unis pour éviter l'effondrement du dollar, parce que le dollar était en train de s'effondrer. Et tout de suite après, à partir de mai 2009, Bernanke décide et commence à faire fonctionner la planche à billets. Et c'est avec la planche à billets, si vous voyez de quelle manière il l'utilise d'une façon extrêmement intelligente. C'est pas que les Japonais expliquent mal les choses. Et les directeurs de la Banque centrale du Japon, on parle par exemple actuellement, dans le cas du Japon, on parle de doubler la base monétaire, la quantité de billets en circulation, qui les donne actuellement. Ils vous disent à l'unité près en yens, combien, dans 200, combien de yens il va y avoir en circulation. Le problème, c'est qu'ils ne font pas la différence du point de vue théorique entre qu'est-ce que c'est, comme le fait la Fed, de ce point de vue-là, la Fed est d'une cohérence absolument fabuleuse. Actuellement, qu'est-ce qu'elle fait? Depuis septembre de l'année dernière, elle produit 40 milliards de dollars par mois pour acheter les bons pourris de Fannie et Freddie, c'est-à-dire de tout ce qui est la crise de l'immobilier. Et en 2 mois, ils ont relancé l'immobilier. L'immobilier est en train de fonctionner au niveau, actuellement aux États-Unis, à nouveau.
tout simplement en achetant tout simplement les bons pourris et pour donner des liquidités, etc. Et de l'autre côté, depuis le mois de janvier, la Fed, elle fait la différence entre la production interne de monnaie et la production extérieure, parce qu'elle produit 45 milliards de dollars par mois depuis le 1er janvier, tout simplement pour acheter les bons du Trésor au niveau international, pour éviter la dépréciation des bons du Trésor. Et ils sont en train d'arriver précisément à ce que les bons du Trésor de 30 ans montent au-dessus de sa valeur nominale. Quelque chose d'extraordinaire. Ils sont en train de réussir. Ce qui fait que, probablement, si on se trouve avec une crise radicale dans l'espace euro, il est possible que, parce que normalement, si l'euro s'effondrait, ça devait conduire à l'effondrement du dollar. Actuellement, nous sommes en train de vivre la situation actuelle, la situation qui est la suivante. C'est que si l'euro s'effondre, il est probable que le dollar va se consolider encore plus. C'est ça le grand problème. Parce que la Banque centrale n'a pas la possibilité d'émettre de la monnaie. Elle n'a pas la possibilité de surmonter, et Draghi en a parlé dernièrement, la dernière réunion, la dernière conférence qu'il a fait, Draghi a expliqué une chose, nous n'avons pas de plan B. Nous n'avons pas d'autre plan. Pour nous, il faut continuer. Simplement qu'il essaye de réfléchir de quelle manière réduire les problèmes de la rareté monétaire et de la rareté de crédit des pays déficitaires, c'est-à-dire de l'Espagne, du Portugal, etc. etc. Il essaie mais il n'y a pas de solution, puisque normalement, les statuts de la Banque centrale interdit toute subvention de l'État, des États déficitaires. Interdit totalement, ne peut pas intervenir. Et à un moment donné, Trichet avait trouvé la solution, tout simplement d'intervenir sur les marchés secondaires pour acheter. Ça s'est passé en 2010 et 2011 avec la Grèce et puis avec l'Italie, un tout petit peu avec l'Italie et tout ça. Et tout simplement acheter sur le marché secondaire, mais pas sur le marché primaire, sur le marché donc de la vente directe des bons du Trésor. La Banque centrale ne peut pas. C'est la raison pour laquelle il va falloir trouver une solution. Donc, c'est-à-dire faire en sorte que la Banque centrale puisse émettre de la monnaie d'une manière massive, comme une sorte de système de transition. Parce que l'émission monétaire du côté de la Banque centrale européenne implique nécessairement les dépassements du système de l'euro. Voilà. Merci. C'est ça que j'ai voulu dire.